Bonsoir à tous qui êtes dans cette salle et bonsoir à ceux qui nous suivent sur la page Facebook de l'Humanitaire dans tous ses états. Donc bienvenue à ce premier 5 à 7 de l'année 2013, 5 à 7 placé sous le 150e anniversaire de la création du CICR. En fait, en mettant en œuvre le premier bloc des propositions énoncées dans son opuscule « Un souvenir de Solferino », publié en 1862, Henri Dunant et ses 4 compères formèrent le 9 février 1863 d'abord le comité des 5, puis qui deviendra le 17 février 1863 le comité international de secours aux militaires blessés, pour prendre enfin en 1875 le nom de CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Alors, guidée par le principe d'humanité, la conférence internationale adoptera en octobre 1863 10 résolutions et se conclura par un certain nombre de vœux, je ne vous les lirai pas tous, mais simplement le premier, que les gouvernements accordent leur haute protection aux comités de secours qui se formeront et facilitent autant que possible l'accomplissement de leur mandat. Ces propositions seront soumises aux États en 1864, qui adopteront alors, le 22 août 1864, la toute première convention de Genève, alors destinée à améliorer le sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Alors, s'ils figuraient dans les statuts du mouvement international dès 1928 et qu'ils ont été publiés, analysés par Jean Pictet en 1955, il fallut attendre 1965, date de la conférence, enfin de la 20e conférence internationale de la Croix-Rouge, pour que les principes fondamentaux dont il va être question aujourd'hui soient adoptés formellement, donc par l'ensemble des parties à la conférence, à savoir évidemment le CICR, mais aussi les sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, ainsi que les États, tous les États qui sont partis aux 4 conventions de Genève de 1949. Voilà, ce bref rappel, Christian, pour introduire ce sujet d'aujourd'hui. Et sans plus attendre, je te laisse la parole et je te laisse présenter nos 3 orateurs que nous remercions très, très fort d'avoir accepté de participer à ce 5 à 7 aujourd'hui. Merci à tous. Fondamentaux donc, du mouvement international de la Croix-Rouge qui ont été effectivement adoptés en 1965. Alors, revisiter dans le sens où, oui, c'est bien de temps en temps de se pencher comme ça, d'avoir une vision historique et de revenir sur la réalité contemporaine, parce que je crois que nos 3 intervenants venant de 3 horizons différents le montreront bien tout au long de ces 2 heures de débat. Autour de ces 5 principes fondamentaux, dont je rappellerai l'humanité, l'impartialité, l'indépendance ou la neutralité, pour ne citer que cela, s'est bâti, se construit une action humanitaire, mais qui est toujours en questionnement, qui est toujours en devenir. Alors il est intéressant ce soir, je pense, de revenir aussi un peu longuement au début de notre débat sur ces principes, voilà, de voir qu'est-ce qu'ils recouvrent, ensuite de voir à quel type de population et à quel type de situation ils s'accordent, et puis ensuite de voir dans le contexte contemporain comment, 150 ans après leur émission par la Croix-Rouge, de voir 150 ans après comment aujourd'hui on peut agir avec, et puis aussi s'interroger pour le futur. Alors, avec moi ce soir, eh bien, je commencerai par Françoise Boucher-Saulnier, donc directrice juridique de Médecins sans frontières. Alors, c'est intéressant, parce que quelque part, ce sera peut-être rappelé dans les débats, lorsqu'on construit, ou plutôt lorsqu'on reconstruit l'histoire humanitaire contemporaine, où Médecins sans frontières a une grande place, eh bien, on dit souvent,
mais encore faut-il voir si c'était une vraie réalité. On dit souvent que MSF s'est construit un peu à contrario par rapport au dispositif du CICR et au principe du CICR, notamment celui de la neutralité. Donc on va revenir là-dessus. Françoise Boucher-Saunier, donc directrice juridique de Médecins sans frontières. Et puis Daniel Vaugien, donc vous êtes sous-directeur des droits de l'homme et des affaires humanitaires au ministère des Affaires étrangères. Vous êtes diplomate, vous n'êtes pas juriste, mais vous êtes diplomate et donc spécialiste évidemment au sein du MAE maintenant sur ces questions de droits de l'homme et au-delà des droits de l'homme, non pas de l'humanitaire, mais de droits de l'homme au sens large. Mais ce soir, donc, on verra les interactions qu'il peut y avoir entre l'action d'État, les droits de l'homme et l'humanitaire à travers votre témoignage. Et puis Pascal Dodin, vous êtes donc le chef de l'unité politique humanitaire au CICR. Et donc, j'ai presque envie déjà de vous poser une première question à tous les trois, une question de lancement sur laquelle vous auriez sans doute une réponse brève, mais où vous pouvez déjà peut-être indiquer quelques éléments du débat. C'est effectivement dans le cadre actuel, dans ce cadre qu'on va définir tout à l'heure, qui a quand même beaucoup évolué depuis 150 ans, même depuis 50 ans ou voire 20 ans, dans le cadre actuel, est-ce que ce n'est pas toujours une utopie de vouloir mener une action humanitaire neutre, indépendante et impartiale? Donc je commencerai peut-être par vous, Françoise Boucher-Saunier. Eh bien, merci. Bonsoir à tous. Je crois que... C'est bon ? Plus les situations sont compliquées, plus on a intérêt à revenir à des choses simples. Donc, personne ici contestera le fait que le monde est un peu complexe et que les conflits ne se sont pas simplifiés depuis l'invention de la Croix-Rouge. Les principes humanitaires, ils font partie des choses qui restent simples, qui restent utilisables, une espèce de balises qui permettent quand même de se situer dans un monde qui n'est pas plein de droits, qui est plein de violence et plein de conflits. Et plus c'est compliqué, plus on a intérêt à garder des points de repère assez simples pour pouvoir, je ne vais pas dire suivre scrupuleusement tout, mais se repérer, baliser son action, baliser son chemin, baliser ses négociations, baliser ses positionnements. Donc aujourd'hui, oui, ces principes sont extrêmement utiles pour baliser des positionnements et voilà, essayer de cadrer quand même la très grande complexification et puis surtout le grand mélange des genres, parce que le premier comité de secours, il se situait en dehors de la diplomatie des États. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'humanitaire, tout le monde reconnaît que les conflits ont des conséquences mondiales, et tout le monde travaille sur la réduction des risques, sur la gestion des conflits. Et le positionnement de l'acteur humanitaire est extrêmement difficile à baliser, à part avec la référence notamment à ces principes. Pascal Dodin. Oui, bonsoir. Oui, je crois que, tout d'abord, dans l'intitulé de la question, utopie, je ne pense pas que l'action humanitaire puisse être, ou même le respect des principes puisse être une utopie, mais en tout cas un défi. Je crois, pour reprendre ce que disait Françoise, l'idée même qui sous-tend les principes, c'est-à-dire une action désintéressée qui ne pose pas la question des fins, mais seulement des effets, qui ne pose pas la question morale des auteurs, etc., est dans le monde actuel de plus en plus difficile à faire passer et peut-être à exister. Je dirais qu'on ne peut pas détacher la question des principes de la question. La première question, c'est de l'environnement humanitaire tel qu'il est maintenant, un environnement qui est relativement corrosif pour cette conception de l'humanitaire sous-tendue par les principes. On peut citer divers phénomènes, la convergence entre la réponse aux crises humanitaires et la sécurité internationale, la notion d'usage de la force pour la protection des civils, l'idée aussi de la résolution des conflits, l'idée de passer de l'assistance à une certaine forme de justice, etc., des politiques étatiques qui combinent la diplomatie, l'action armée et l'humanitaire. Donc déjà ça, dans cet environnement-là, assez relativement corrosif, j'aime pas trop l'expression d'espace humanitaire, mais
il a tendance un peu à se rétrécir. En tout cas, cette légitimité-là a de la peine à s'affirmer. Deuxième chose, c'est la communauté humanitaire qui est maintenant extrêmement diverse. D'autres acteurs arrivent dans ce secteur. On ne parle plus même de communauté humanitaire, souvent on parle même d'industrie. C'est une industrie avec des nouveaux entrants et qui viennent, notamment en ce qui concerne les pays émergents, avec une idéologie un peu différente, avec une vision de l'humanitaire un peu différente, avec des principes aussi auxquels ils sont attachés. Et cette diversification de la communauté humanitaire est un défi. Et puis le troisième point, et j'en finirai par là, c'est le cadre théorique des principes. On pourra se poser la question peut-être au cours du débat si ceux-ci sont toujours pertinents dans les conflits actuels, dans la multiplication de formes de conflictualité dans lesquelles, par exemple, nous travaillons, et peut-être si ces principes sont suffisants, est-ce qu'il faut ajouter d'autres cadre éthique, ou un cadre éthique un peu différent pour répondre non seulement aux ambitions des humanitaires, mais aussi à l'évolution de l'environnement dans lequel nous vivons et dans lequel nous devons opérer. C'est Daniel Vosgien, vu du ministère des Affaires étrangères, donc avec un point de vue pouvoir public, État. Est-ce que c'est une utopie donc, de vouloir mener une action humanitaire sur ces principes ? Ce n'est pas une utopie, je crois même qu'on est quand même beaucoup dans la réalité, pour plusieurs raisons, et la première d'entre elles étant, comme cela a été dit, que le droit international humanitaire, et j'aime bien l'expression, est une balise, un repère, parce que c'est un droit qui est extrêmement enraciné, 150 ans d'histoire quand même, au minimum, donc on est dans un registre du droit international qui est le plus ancien, le plus soutenu, et sans doute peut-être le moins contesté relativement à d'autres branches du droit international, du droit tout court. Pourquoi ? Parce que la finalité de l'action humanitaire, elle est quand même partagée. On est sur l'idée de répondre à la souffrance humaine, de la soulager, de répondre à des besoins de population et donc à des personnes dans le besoin qui ont des besoins. Un besoin étant un ressenti de la personne, quelque chose qui est par définition indéniable lorsqu'une personne l'exprime ou même ne l'exprime pas, à la différence d'un droit qui peut être objectif. Il est difficile de nier en soi la finalité de l'action humanitaire en tant que telle. Donc il y a, je crois, quand même un mouvement convergent au niveau international pour considérer que au moins le principe d'humanité, qui est dans le socle des principes humanitaires, est un principe qui est consensuel. Là-dessus, bien sûr, le débat, les discussions entre gouvernements et entre acteurs humanitaires, ou entre gouvernements et acteurs humanitaires, portent davantage sur les modalités d'action, sur les outils, les moyens, les moments d'agir, les questions de ressources, donc autant d'éléments qui entrent dans le champ des intermédiations par lesquelles on arrive à la finalité qui est de répondre au principe d'humanité, principe profond de l'action humanitaire. Donc c'est là-dessus qu'il y a vraiment un défi, notamment au regard des situations nouvelles, des situations plus complexes que nous rencontrons. Le fait que l'espace humanitaire, est-ce qu'il se réduit ou est-ce qu'au contraire il ne se réduit pas ou est-ce qu'il s'agrandit? C'est une question qu'il faut poser parce qu'on est aussi dans une période aujourd'hui où on a davantage accès à la connaissance des situations sur le terrain et donc des situations humanitaires qui étaient méconnues peut-être il y a un siècle ou un demi-siècle sont aujourd'hui connues. Donc on a peut-être l'impression d'une impuissance plus grande de ce fait parce que les ressources, les moyens que nous avons ne croissent pas pour pouvoir répondre à ces besoins. Mais pour autant, il est assez évident, de plus en plus évident, qu'il y a un espace pour l'action humanitaire qui ne se rétrécit pas mais qui au contraire s'ouvre chaque jour davantage.